Encore une fois, nous sommes très heureux de vous retrouver sur le plateau de Tribune Actu. Tribune Actu, c'est votre magazine consacré à l'actualité liée aux questions de développement et la croissance sur le continent. Pour cette édition, nous avons 4 invités. Fadiga Matiene, juriste. Bonjour Fadiga. Bonjour Monsieur Assane. Heureuse d'être sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. En face d'elle, nous avons Joël Agoli, qui est là en tant que chroniqueur. Bonjour Joël. Bonjour Patel. Et juste en face de Joël, nous avons notre ami Alès Guipré, qui est journaliste et écrivain. Il vient de commettre une œuvre intitulée Sans penser, c'est le dernier ouvrage. On aura l'occasion dans la deuxième partie de faire connaissance avec votre œuvre. En face, nous avons notre ami Nelson Mandela qui nous accompagne dans cette émission en qualité de journaliste chroniqueur. Mesdames et messieurs, le décor étant planté, encore une fois, bienvenue dans Tribune Actu. Tribune Actu, quand l'information s'invite chez vous. Tribune Actu, c'est le meilleur de l'actualité sous tous ses thèmes: économie, sport, culture, société, politique. L'actualité commentée, décryptée et analysée par des professionnels de la communication et de l'information. Tribune Actu, le seul et l'unique talk show, parce que l'information précède le développement. Tribune Actu, l'actualité d'ici et d'ailleurs. Je suis né à Paris, en France, la 24e édition du Global Summit of Women, le sommet mondial de femmes. Cette rencontre réunissait plus de milliers de femmes du monde entier, dirigeantes d'entreprises, femmes d'affaires ou encore chefs d'organisations non gouvernementales tournées vers le développement économique. L'Afrique était prise à cette rencontre avec des femmes qui veulent doper le pas d'action dans l'activité économique du continent. Mais aujourd'hui, une question demeure. Alors, mademoiselle Fadiga, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a matière à mener le combat de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes? Je vous répondrai rapidement en vous disant bien sûr. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, le continent africain doit inclure les femmes dans le développement de ce continent. Et en même temps, pour inclure ces femmes, il faut que ces dernières... Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les femmes se sentent exclues dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire et du continent? Est-ce que vous On n'a pas besoin de le sentir, on le constate. Il y a certains pays qui se démarquent. On citera l'Afrique du Sud, le Rwanda et autres. Mais la Côte d'Ivoire qui souhaite faire partie de l'émergence des pays émergents du continent, quelle est la promotion, l'importance de la femme? Comment faisons-nous la promotion de la femme dans ce pays? Pour le moment, nous, femmes, jeunes femmes aujourd'hui, ne sentons pas cette promotion. Bien vrai qu'on a un ministère de la femme, mais bon, le 9 mars, on nous fait un bon discours pour célébrer la journée de la femme. Mais après, qu'est-ce qui suit le discours? C'est cela. C'est par ça que nous commencerons à ressentir l'importance de la femme. Alors, s'il y a un combat à mener, qu'est-ce qu'aujourd'hui, en fait, les femmes s'attendent à gagner de l'homme? Qu'est-ce qu'elles doivent gagner? Qu'est-ce qu'elles veulent gagner? Poser la question, qu'est-ce que les femmes veulent gagner? Ce n'est pas un... Mais est-ce que d'abord, vous croyez, vous pensez comme elles que, en fait, les femmes se sentent exclues du développement? Bon, moi, je ne dirais pas exclu du développement parce qu'il y a la volonté politique est exprimée sur le continent. Les chefs d'État expriment les volontés politiques. Au Sénégal, on a voté la parité. Et en tout cas, des efforts sont faits, ça et là. Mais ce n'est pas suffisant. Et de ce point de vue-là, il faut reconnaître qu'il y a une évolution. Les femmes dans les années 80 et la femme aujourd'hui, il y a une nette évolution. Maintenant, ce n'est pas gagné déjà, donc le combat continue, il faut mener le combat. Comment mener ce combat, les mécanismes du combat, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Alors, c'est le combat. Si elles estiment qu'il y a un combat à mener, elles doivent mener ce combat-là contre qui? Contre les hommes? Moi, j'ai toujours un sourire en coin quand on aborde le problème sous cet angle-là de combat. Quand on parle de combat et opposition et adversité, la femme ne peut pas être l'adversaire de l'homme. La femme ne peut pas s'installer comme étant l'adversaire de l'homme. Donc voir un combat là où il y a simplement lieu de se serrer les coudes, il y a simplement lieu de regarder dans la même direction. Je suis toujours gêné par ces mots. La femme doit être libérée comme si elle avait été emprisonnée une fois. La femme doit mener un combat comme si elle était dans une adversité. Il n'y a pas d'adversité. Il s'agit seulement de donner de la visualité à la femme, de donner plus de... J'ai failli dire, il faut
plus la mettre sous les projecteurs. Il y a longtemps que les femmes, nous savons sur le plateau une femme juriste. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on relève qu'elle est juriste quand elle a fait des études de droit comme tous les hommes à la faculté peut-être d'Abidjan ou d'ailleurs, mais elle était avec d'autres hommes. Il n'y a pas ce problème-là. Je veux dire, il est déplacé. Je pense qu'on aura l'occasion d'aborder le sujet. Mais il n'y a pas lieu de parler de combat. Moi, ça me gêne. Mais avec la hiérarchisation de notre société, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la femme africaine, voire la femme ivoirienne est mise en valeur, Joël? Moi, j'irais dans le même sens que M. Kipré pour dire que on parle à tort de combat, de la mise en valeur. Si on dit que la femme n'est pas suffisamment mise en valeur, ça veut dire qu'il y a une volonté d'empêcher la femme d'être vue. Je pense qu'il n'y a jamais eu ça, il n'y a pas de cela. Il faut plutôt parler de sensibilisation pour qu'on permette pour que les choses se passent normalement, c'est tout. Moi, je pense que c'est aux femmes elles-mêmes d'affirmer leur leadership. Je pense qu'il faut faire en sorte que s'il y a des zones dans lesquelles certaines discriminations contre les femmes sont faites, il faut que ces zones-là, ces problèmes-là soient adressés. Oui, mais je ne pense pas qu'il faille se baser uniquement là-dessus parce que le problème, c'est une affirmation de leadership. Les responsabilités, il faut les demander, il faut les prendre. La liberté, elle se conquiert. Il faut la prendre, mais ce n'est pas un combat. Moi, je pense. Prendre sa liberté. Quand on parle de combat, quelle est la connotation? Ce n'est pas sur un combat de ring, se battre corps à corps avec l'homme. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est la prise de conscience. Quand on parle de combat, c'est la prise de conscience de la femme. Avant la prise de conscience, elles étaient ensommeillées. Non, les femmes, vous faites comme si elles sortent de sommeil, comme si elles étaient endormies. Elles n'étaient pas endormies. Non, mais aujourd'hui, il faut voir l'évolution dans le temps. Les femmes, dans les années 80, lorsqu'on voit une femme chef d'entreprise, on était étonnés, on était surpris même de voir une femme fonctionnaire. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est parce que justement, elles ont mené ce combat-là. Le combat dans les esprits, c'est parce que les femmes se sont levées, elles envoient les enfants à l'école. Avant, on n'envoyait pas les filles à l'école dans nos foyers, dans les familles. C'était difficile d'envoyer les filles. Elles sont allées à l'école, elles ont obtenu des diplômes. Et c'est tout cela qu'on dit de combat. J'ai envie d'être choqué parce que c'est un regard un peu réducteur de l'entreprise. Parce que quand vous parlez d'entreprise, vous avez l'entreprise urbaine, il y a des entreprises. Et même les femmes. Puisqu'elle veut prendre le pouvoir. Et même les femmes dans les zones rurales. Et même les femmes dans les zones rurales. Elles continuent de mener ce combat pour obtenir la terre. Elles sont agriculteurs. Elles travaillent la terre, mais elles n'ont pas le droit d'hériter. Ce sont des entreprises. Elles n'ont pas le droit d'hériter. L'entreprise n'est pas seulement urbaine. Mais est-ce qu'en Afrique... Dès-lors. Oui. Mais est-ce qu'en Afrique, la femme a le droit de succession? Dans nos traditions, est-ce que couramment, on voit la femme hériter? Quand vous parlez de nos traditions, vous parlez de quelle tradition? Mais on est en Afrique. Mais voilà, mais la tradition africaine, écoutez, il faut qu'on rescendre ces connotations ou ces affaires de tradition africaine qu'on cite à n'en point point à chaque fois, sans même comprendre ce que c'est que la tradition africaine. Écoutez, chez mes parents, à quand vous comprendrez l'importance de la femme. Le système est comment? C'est un système matrilinéaire. Vous comprenez? Tout ça nous montre l'importance de la femme dans la tradition. C'est de cette tradition africaine que nous devons parler. Et non la tradition qui nous a été inculquée par les colons que nous avons. Non. Excusez, monsieur Assémian. La tradition africaine est une chose. Et la tradition qui nous a été inculquée des colons que nous avons imposée dans notre tradition, que nous appelons aussi tradition africaine, est une chose. Moi, en tant que juriste, j'ai été vraiment choquée. Lorsqu'il y a eu l'adoption du test de loi sur le couple plutôt, et où certains hommes religieux, certains groupes politiques ont crié haut et fort que c'était un vrai scandale. On avait l'impression que la Côte d'Ivoire allait sombrer dans un gigantesque mouvement vraiment dans l'obscurité totale lorsqu'on voterait cette loi. Mais attendez, nous sommes des Africains. En Afrique, quelle est la personne qui va au marché, qui envoie la nourriture à la maison, qui prépare ses aliments? Mais excusez... Est-ce qu'on revoit toujours le débat sur ce thème? Parce qu'en fait, si vous argumentez de cette façon, c'est qu'aujourd'hui, les hommes ont raison de voir la femme comme celle qui doit être en cuisine. Non. Qui doit être à la cuisine. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quoi? Nous sortons de guerre, de crise.
Et rappelez-vous, quelles sont ces femmes-là qui nourrissaient ces foyers? Les hommes ont l'habitude de voir les femmes à la cuisine. Pour une fois, on veut vous donner l'occasion de sortir et de vous vos pensez cuisines. que les femmes n'ont pas eu cette occasion de sortir de cuisine? Parce que vous êtes inculqué cette idée-là que la femme doit être en cuisine. Dans la tradition africaine, il y avait des femmes chefs de clan. Et aujourd'hui, mais il y en a toujours. On peut inciter à combien? Écoutez, c'est là maintenant je vous envoie dans la culture de la tradition africaine. C'est là que je dis qu'il faut vraiment faire la part des choses. Aujourd'hui, il y a des politiques qui ont été instaurées. Vous comprenez? Tant dans les Nations Unies et tout, il y a cette politique pour la lutte contre la discrimination de genre. Et quand on parle de lutte contre la discrimination de genre, il y a également la femme et tout ce qui va avec. Vous comprenez? Donc, pour nous dire que quoi? Qu'il y a cette politique-là qui existe. Maintenant, ce que je peux reprocher aux femmes leaders, c'est de créer ce réseau et permettre aux sœurs qui sont dans des contrées très reculées, qui ne peuvent pas avoir accès à ce genre d'informations, ces femmes-là de se développer. Aujourd'hui, nous, femmes, on serait vraiment fiers lorsqu'on verra un taux de 100% de jeunes filles à l'école. Ce taux-là, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je suis sûre que ça ne dépasse même pas encore les 40% en zone rurale. Mais la culture viendra d'où? L'éducation viendra d'où? La promotion de la femme viendra d'où? Par l'éducation de la jeune fille. Et présenter, informer cette jeune fille de ses droits, de ses devoirs et de son importance. Là commencera le travail, la politique sur l'égalité des sexes. Alors sur ce plateau, on l'a dit... oui. Je voudrais relever quelque chose que j'ai entendu avec, je vais dire, beaucoup d'amusement. Moi, je pense que la tradition africaine, ça n'existe pas. Il n'y a pas la tradition africaine. Il faut qu'on nuance un peu les choses. Il y a plusieurs traditions, il y a plusieurs peuples. Nous sommes une agglomération de peuples et chaque peuple a sa tradition. Et il y a des traditions africaines dans lesquelles les femmes sont leaders. Elle parlait tout à l'heure de la reine Pokou. Mais nuançons les propos et essayons de nous élever un peu plus sur cette question-là. Il y a des violences faites aux femmes. Il ne faut pas faire l'amalgame. Il y a des violences faites aux femmes. Il y a des discriminations. Mais le fait que les femmes affirment leur leadership n'est pas forcément lié à cela. Il est le rôle d'un État qui fonctionne, de protéger ses citoyens, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination. Donc nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut que les femmes puissent avoir accès, le même accès à l'école que les hommes. Il faut faire en sorte que les violences faites aux femmes cessent et tout cela. Oui, ça c'est vrai. Mais il ne faut pas qu'on retombe forcément dans la rhétorique de combat. Parce qu'il n'y a pas de volonté de réduire la femme. Moi, je ne pense pas. Aucun gouvernement n'a cette volonté-là. Sur ce plateau, je pense qu'on est tous d'accord que la Côte d'Ivoire et l'Afrique aspirent aujourd'hui à l'émergence, au développement. Est-ce que vous pensez que la femme africaine, voire la femme ivoirienne, a vraiment une place importante dans l'économie de ce pays, bien du continent? Tout à fait, dans l'économie, oui, et pas seulement dans l'économie, mais elle a sa place dans l'économie. Avant de parler de la société africaine, la première cellule de cette société, c'est la famille. Au sein de la famille, même la femme joue un rôle important dans l'économie. Elle fait rentrer des dividendes, elle gère le foyer, elle le gère avec beaucoup de stabilité. On a souvent une vision un peu trop urbaine de l'entreprise. Quand une femme commence à employer 4-5 personnes, c'est une entreprise. Que ce soit au village, que ce soit à Sipilou, que ce soit à Dabakala ou à Abidjan, c'est une entreprise. Il y a même des sociétés ici qui marchent moins bien que ce type d'entreprise qui soit domestique. L'entreprise peut être domestique, mais être efficace. Donc, il ne faut pas penser que l'État va absorber via le système scolaire toutes ces jeunes filles. Je vais prendre un exemple simple. C'est souvent que quand vous passez dans la ville d'Abidjan, pour ne citer que celle-là, vous voyez Muriel Aouré qui fait sourire, qui fait rêver beaucoup de jeunes. Les jeunes filles que vous voyez en train de passer avec les oranges sur la tête, les arachides, les jeunes filles que vous voyez en train de faire Miss Côte d'Ivoire, qui sont sveltes, qui sont légales, ce sont des Muriel Aouré en puissance. Est-ce qu'une fois on a réfléchi que le sport pouvait régler le problème de cela? Je parle de Muriel Aouré parce qu'avant elle, il y a eu des indices. On a eu Nda Lucienne qui est venue ici, qui était une femme brillante au niveau de l'athlétisme.
on peut se poser la question de savoir si l'athlétisme ne peut pas régler ce problème d'illustration au premier plan de la femme, par exemple. Donc, il ne faut pas voir dans l'entreprise, oui, je travaille ici, je suis juriste, je suis avocat, je suis professeur, ces systèmes classiques-là, c'est pas pour vous. Il ne faut pas avoir dans ces systèmes classiques-là la seule façon de mettre la femme sous le projecteur. Non, je parle de l'athlétisme, il y a d'autres espaces qui peuvent permettre à la femme de travailler dans l'économie et ailleurs. Je voulais revenir sur la même question, la place de la femme africaine dans l'économie. En tout cas, l'Afrique ne peut plus se passer des femmes. Ça, c'est clair. Elles sont présentes dans la sphère socio-économique, partout. L'agriculture, l'industrie, la communication, en tout cas, tout ce qu'on a cité. Maintenant, justement, c'est parce que les femmes entreprennent avec peu de moyens. Quand on parle aujourd'hui d'entrepreneuriat féminin, c'est ce qui caractérise même cet entrepreneuriat féminin-là. Et c'est cela le combat. C'est une manière de mener le combat. Je reviens encore à mon vocable combat. C'est une manière de mener le combat. Lorsque cette femme avait peu de moyens, elle réussit à mettre en place une petite structure et employer. C'est une manière de s'affirmer. C'est une manière de s'affirmer. C'est une manière de mener le combat. Ça me fait mal de le faire. Elles le font avec plaisir, elles le font bien, mais malheureusement... Si on fait quelque chose avec plaisir. Non, mais quand le vrai combat ne se mène pas avec... Un combat se mène avec fierté, avec dévouement. Parce qu'il y a un objectif à atteindre, c'est le développement. Oui. Et les femmes, elles se réveillent à 4h, à 5h du matin. Elles voulaient se réveiller à quelle heure? À 4h. Alors que l'homme est en train de dormir, il attend à 7h pour se lever, pour monter dans sa voiture, se lève à 4h pour aller au marché, pour acheter des aubergines, pour traverser tout le pays, venir nourrir les gens au marché. Heureusement que ce n'est pas toutes les femmes qui comptabilisent comme ça leurs efforts. Moi, je suis toujours chagriné quand on est ensemble et que la femme se met à faire la répartition, elle fait le compte rendu, voici ce que j'ai fait, je me suis réveillé à 6h, je me suis réveillé à 7h. Mais il ne faut pas compter quand on travaille. Il ne faut pas compter. Si votre homme travaille le soir, pendant que vous êtes ménagère, si votre homme est DJ, vous allez dire, pourquoi tu dors à 5h, 6h, il vient de rentrer. En fait, je voulais poser une question. Excusez-moi, messieurs, dames. C'est à 4h. Heureusement qu'elle a réveillé. Je voulais en train d'avoir un débat réducteur. Je voulais... On va laisser Mademoiselle Fadiga. Mademoiselle Fadiga va apporter juste apporter un avis. Et je suis parfaitement d'accord avec vous, mais il y a... Non. Cela n'a rien à voir. C'est juste le point de vue de madame. Mademoiselle, excusez-moi, mais je voudrais revenir sur un point. Nous avons, comme l'a dit M. Kripé, dont je partage également l'argumentation, les propos, c'est que nous avons la femme, le 5% ou 2% de ces femmes intellectuelles et de tout, qui se lèvent également, très chers amis, aux mêmes heures que les hommes, se lèvent à 8h et tout, elle monte dans sa voiture et elle va au travail. Mais le souci, c'est qu'en Afrique, nous avons un taux très élevé de femmes qui fonctionnent ou qui travaillent, des femmes qui sont dans le domaine informel. C'est ce taux des femmes que très souvent nous caractérisons dans les plateaux et tout, pour dire que la femme africaine qui va au marché et tout ça, parce que en disant ça, c'est de parler de la femme informelle. C'est normal. Moi, je suis d'accord que la femme qui vend au marché gourou ses aubergines et tout, elle ne peut pas se réveiller à 8h dans la mesure où le camion qui vient livrer les bananes vient à minuit, à 1h du matin. Je suis d'accord avec M. Kripé qu'elle doit se réveiller à 4h pour accueillir ce camion et compter ses sacs de bananes. Là, non, excuse-moi. Là, je suis parfaitement d'accord parce que cela rentre dans le cas du bail. Mais cette dame-là, comme l'a dit M. Kripé, et c'est ce que nous, les femmes, nous devons comprendre et commencer à avoir de l'audace à entreprendre, ce que nous devons comprendre, c'est que cette femme leader, chef d'entreprise, même si elle a 2 ou 3 tables au marché Goro, que cette femme chef d'entreprise comprenne que aujourd'hui, elle a besoin d'avoir un processus légal, une politique mise en place pour développer son entreprise. Et c'est cela le combat des femmes d'aujourd'hui. Il faut qu'on essaie de partager ou faire comprendre aux politiques que nous, les femmes, on accepte certaines fois de se réveiller à 4h du matin. Ça ne nous crée pas de problème. Il y a des femmes, elle n'a jamais dit que ça ne crée pas de problème. Mais le seul souci, c'est que cette femme, aujourd'hui, ces femmes qui sont dans des microfinances, aujourd'hui, ce qu'elles demandent, c'est des politiques
d'accès au crédit. C'est là que je voulais aboutir. Non, mais arrêtons de stigmatiser ces femmes qui se réveillent à 4 h 5 h parce qu'il y a d'autres femmes aussi qui se réveillent à 6 h. Les femmes qu'elles font. Oui, on ne dit pas non, on est d'accord. Mais militons pour que ces femmes-là puissent faire prospérer les entreprises par des moyens assez flexibles. Elles se battent, mais il n'y a pas d'accompagnement. Mais justement, c'est ça que je dis. Les femmes leaders, et comme l'a dit M. Kipré, les femmes leaders aujourd'hui doivent prendre cela en compte et encadrer ces femmes. Elles sont conscientes parce qu'aujourd'hui, il y a des organisations féminines qui se mettent en place de femmes leaders, de femmes entrepreneurs, justement pour encadrer les jeunes. Il y a même l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Alors, s'il vous plaît, monsieur, tout à l'heure, Joël disait que... Comme appui du gouvernement, comme loi, comme encadrement qui n'est pas fait. Justement, comme le gouvernement, l'appui du gouvernement, c'est quoi? C'est surtout sur plusieurs domaines. Il faut qu'on commence aujourd'hui à prendre les femmes, à prendre en compte que les femmes doivent être partie prenante tant dans le milieu politique, dans le milieu juridique, dans le milieu social et tout. Ce que nous demandons, le gouvernement... Vous dites aujourd'hui qu'il y a une barrière dans le monde politique, dans ces mondes-là. Excusez, il y a une barrière, on empêche les femmes d'évoluer. Il y a différents milieux. Aujourd'hui, nous avons une loi qui nous avantage parce que ça nous permet de gérer le couple avec notre époux, c'est qui, Dieu merci, n'a pas sombré la Côte d'Ivoire dans un système total. Aujourd'hui, nous voulons des lois. Nous voulons des lois qui permettront aux femmes, à ce taux de 70% de femmes qui sont dans l'informel, permettent à ces femmes-là de se développer, de développer l'entreprise et d'être des femmes leaders parce que ces femmes-là sont un atout au développement du continent. Ces femmes-là, aujourd'hui, en Afrique, font rentrer 80% de l'économie africaine. Et c'est cette la question, c'est ça. On va laisser Delors répondre. Je réponds à la question. Quel est l'accompagnement et quelles sont les barrières? Mais vous pensez que ça, ce n'est pas un accompagnement avec s'il vous plaît, on va laisser Delors. Les femmes veulent accéder au crédit parce qu'elles se heurtent aux banques qui disent qu'elles n'héritent pas. Et donc, elles n'ont pas de garantie. Elles n'ont pas de garantie. C'est un problème que les femmes ont. Les femmes veulent être nommées au poste de responsabilité. Mais il y en a déjà dans les femmes ministres. Moi, je ne parle pas seulement de la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas seulement du cas de Je ne parle pas du cas de la Côte d'Ivoire. Encore qu'il y a à redire, encore qu'il y a à redire 5 femmes ministres, il y a à redire. Mais je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est pour dire qu'il demande ce que les femmes veulent. Ce que les femmes veulent, je répondais à sa question, ce que les femmes veulent. Les femmes veulent accéder au poste de responsabilité. Non seulement sur la sphère politique, dans le parti politique, il faut qu'on les promeuve. Et heureusement qu'aujourd'hui, sur la scène internationale, on exige toujours la parité lorsqu'il s'agit de représentation dans les grands ateliers. On dit qu'il faut forcément qu'il y ait une femme. Et nos dirigeants sont contraints aujourd'hui de proposer des femmes. Sinon, ça ne se faisait pas toujours dans le passé. Ils partaient entre copains, entre deux amis, et ils vont. Aujourd'hui, on dit pour être là, au nom de tel pays, il faut emmener une femme. Et l'expérience montre que ça avance. Donc, nous saluons en même temps l'arrivée de ONU Femmes qui vraiment booste les choses. Non, je pense qu'elle me rejoint. Elle me rejoint. Mais nous ne sommes pas. Je pense qu'elle me rejoint parce qu'elle dit. Nous ne sommes pas contre. Non, elle dit. Le problème, c'est quoi? Les femmes savent, c'est les barrières. Vous dites par exemple qu'il faut qu'on nomme des femmes ministres, qu'il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Nous sommes tous d'accord ici pour la promotion du genre parce que la société s'effondrerait s'il n'y avait pas de femmes. On est tous d'accord sur l'importance de la femme. L'importance de la femme est capitale. Ça, c'est clair. On n'en disconvient pas. Mais je dis, moi je reviens toujours à ce que je disais, l'affirmation du leadership féminin. Vous pensez que le président de la République, il va nommer des personnes qui ne font pas de politique, qui sont assises dans leur maison? Mais pour être nommé, on se bat. Aujourd'hui, moi je parle du milieu politique parce que c'est le milieu que je connais le mieux. Vous ne pouvez pas atteindre la parité à l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas atteindre la parité dans le gouvernement si les femmes ne s'intéressent pas à la chose, par exemple. Donc c'est cela aussi qu'il faut comprendre. Il faut qu'il y ait une affirmation du leadership féminin. Il faut que les femmes commencent à faire de la politique pour dire un jour une femme peut diriger ce pays, un jour une femme peut être là. Mais c'est la femme qui te dit ça d'abord. Alors je prends un exemple avant que Alex. Sinon je reviens rapidement. Pour
rectifier certaines choses. Nous sommes en train de parler de l'univers politique qui ne sait pas recevoir la femme. Je veux citer Anne-Marie Raji, pour aller loin dans l'histoire. Je veux citer Henriette Diabaté. Je veux citer Angèle Lyonsois. Je veux citer toutes ces dames qui ont occupé des postes normalement parce que depuis leur jeune âge, elles sont passées par le syndicalisme et ont ouvert naturellement les portes avec les Gladys Anouma, les Jeanne Gervais. Il y a une kyrielle de femmes. Donc venez poser le problème comme si la femme avait été brimée, comme si elle n'avait pas accès. Mais je vais finir. Quand vous étiez en train de dire faux tout à l'heure, je ne vous ai pas arrêté. Donc je vais finir pour dire que la femme ici doit venir occuper l'espace politique, comme l'a dit Joël, si ça l'intéresse d'abord, et c'est ce qu'on oublie assez souvent, elle a les compétences. Si elle a les compétences. Donc aujourd'hui, je vais nommer une femme ministre de la Culture, ministre de la Communication, parce qu'elle est femme. C'est une erreur. Je vais poser une question. Il faut faire la promotion des femmes. Je vais poser une question à Alès et à Joël. Alors, tout récemment, dans le championnat belge, on assistait à la nomination d'une femme comme entraîneur d'un club de football professionnel. Voilà, une Portugaise pour la première fois. Quand vous avez entendu cette nouvelle, comment vous avez réagi d'abord en tant qu'homme? Une femme manager d'un club de football professionnel qui va diriger les hommes. Et elle se retrouve dans les vestiaires avec les hommes. Je n'en fais pas un problème. Il y a un aspect de moi qu'on connaît le moins, c'est que je suis partie prenante du système sportif. J'ai participé à la formation des jeunes académiciens à l'Académie Moussifcom. Ça fait que je connais un peu cet univers du foot. Beaucoup de femmes sont dans cet univers-là. Beaucoup de femmes. Mais souvent, on pense qu'il faut être simplement joueur, il faut être sous les projecteurs, il faut être capitaine. Mais dans l'univers des femmes, il y a beaucoup de petits métiers. Je parle des lavandières, par exemple. Il y a des personnes qui lavent les maillots, il y a des personnes qui tondent le gazon, il y a des personnes qui sont arbitres, il y a des personnes qui sont coachs, qui sont délégués. Et ces personnes-là ont besoin d'arriver à un moment donné sous les projecteurs. C'est ce qui est arrivé à cette dame que vous évoquez ici. Mais c'est un parcours. Il le disait tout à l'heure, Joël, on ne peut pas venir faire la promotion pour faire la promotion. C'est un parcours. Vous avez vu que ça n'a fait l'objet d'aucune contestation. C'est une évidence qu'elle peut diriger ces hommes. Et ce n'est pas qu'elle est arrivée à force, je vais employer votre mot, de combat, à arriver à ce stade-là. Non, c'est parce qu'elle ne s'est pas battue, personne ne s'est opposé. Elle avait la caution des hommes même qui la voulaient comme coach. Mais Alès, il y a combien de femmes entraîneurs du club de football professionnel? Parce qu'en fait, des femmes qui spécialisent dans ce métier, dans ce corps, il y en a. Mais il y a combien qu'on leur donne l'occasion de diriger un club professionnel, de diriger les hommes? Je vais profiter pour garder le micro et renverser la tendance. Vous avez déjà vu une association de mannequins hommes? Vous avez déjà vu une association de coiffeurs pour cheveux de tissage? Mais il y a des mannequins. Ce sont des métiers qu'ils pratiquent. Pourquoi vous voulez défoncer des portes ouvertes? Ce n'est pas un problème qu'un mannequin. Il y a des hommes qui vendent la tchéké, les gens de Garba. Est-ce qu'ils ont fait au début c'était réservé aux... Il y a des femmes aussi qui vendent la tchéké. C'était réservé aux femmes. Est-ce qu'ils ont dit non, nous on veut, c'est l'efficacité, l'abnégation qu'ils vendent à chaque fois au coin des rues qui les a imposés? Ils n'ont même pas besoin de dire nous sommes des hommes, nous vendons la tchéké. Ils n'ont pas besoin de le dire. Okay. Moi je dirais, non, la question, attendez, laissez-moi répondre également, puisque la question s'adressait à chacun de nous deux. Chaque fois que la femme va démontrer ses capacités, va s'inscrire dans des milieux dits, des milieux d'hommes, et qu'elle va faire preuve de compétence et d'abnégation, elle atteindra toujours des sommets. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir dans le sens du parcours et de la volonté. Comme il le disait tout à l'heure. Mais quand les hommes passent par le même circuit, ça n'émeut personne. Pourquoi quand c'est une femme, ça émeut? Non, mais au fur et à mesure... Je vais ajouter quelque chose. Certainement que beaucoup de gens connaissent Eden Hazard. C'est un joueur belge qui fait le beau jour de l'équipe nationale de Belgique. Il est actuellement à Chelsea. C'est un très très grand joueur qui est passé par Lille, qui brille partout. Vous connaissez, vous savez c'est qui son exemple? C'est sa mère. Sa mère était footballeur professionnel. Alors, ce que moi je voulais dire, nous ne sommes pas sur le plateau pour faire la promotion de la médiocrité féminine. Non, il faut que ce soit clair. Parce que quand on nous parle de compétences, nous sommes tous d'accord qu'il faut faire la promotion des femmes qui se battent, des femmes qui travaillent.
des femmes qui ont des résultats. Et ces femmes-là, elles existent. Comme vous prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Il y a un compédium des compétences des femmes qui existent, mais sur cette plateforme-là, combien de femmes sont nommées ministres? Parce qu'elles ne sont pas compétentes. Et est-ce qu'on a essayé pour dire qu'elles ne sont pas compétentes? Elles ont fait des preuves. On a demandé qu'il faille faire un listing et les femmes ont fait un recensement. Elles ont les diplômes, elles ont tout, elles ont prouvé. Les hommes n'en ont pas. Elles ont prouvé ailleurs, elles ont leur parcours. Elles ont prouvé ailleurs. Et elles ne sont pas. Mais j'ai l'impression, j'ai le sentiment même que celui qui dirige l'émission, il ne laisse pas les femmes aller jusqu'au bout. Il ne laisse pas les femmes aller jusqu'au bout. Non, ça c'est pas vrai. Ce que je voulais souligner, c'est qu'en entreprise, il y a aussi un combat que les femmes, on l'a pu de mener. En fait, on a souvent l'habitude de dire que, écoute, à valeur égale, salaire égal. Mais on se rend compte que très souvent, en fait, les femmes, c'est pas ce qui est constaté souvent dans nos entreprises. Il y a tellement de clichés. On se dit, comme c'est une femme, elle a certainement son petit ami ou son époux qui va l'aider. Et donc, du coup, il y a déjà ce blocage-là. Mais qui se cache derrière ce pronom? Qui a dit ça? Il y a déjà ce blocage-là. Ils ne le disent pas ouvertement parce qu'ils ont honte de l'assumer. Qui a dit cela? Ils ont honte de l'assumer. Ils ont honte de l'assumer. Mais ça se fait. Et des exemples existent où des femmes ont témoigné à travail égal, salaire différent. Et les femmes juristes sont là, elles mènent ce combat depuis des listes. Elles mènent ce combat depuis des listes, elles ont des cas pratiques. Vous convenez qu'à valeur égale, salaire inégal? Monsieur Assemian, concernant la vie de la femme en entreprise, c'est vrai que la femme subit en entreprise différentes discriminations. Déjà pour la cession des postes au sommet, tant pour la cession des postes au sommet que le salaire sur certains points et également sur un autre aspect que les hommes me diront qu'il y a également l'harcèlement sexuel masculin. Mais vous conviendrez avec moi... Mais l'harcèlement n'est pas seulement que masculin, l'harcèlement sexuel, c'est pas seulement que... C'est ce que j'ai dit. C'est pas seulement que les hommes, c'est pas seulement que les hommes. Voilà. C'est bien. Ce que je veux dire, c'est que la femme en entreprise, très souvent, on a parfois remarqué cela, c'est que la femme en entreprise, lorsqu'elle doit avoir accès à un poste assez important, elle se réfère toujours vers son époux, son homme. Dire aujourd'hui on veut me nommer chef de cabinet, qu'est-ce que tu en penses et tout. Cette femme-là évoluera si son homme, son complice, lui dire écoute, madame, tu peux accéder à ces postes lorsque celui-ci, cet homme-là, ferait tout pour motiver sa femme. Mais ce que nous remarquons, c'est que les hommes, certains, je dirais pas, je suis pas en train de vous dire qu'à 100% des hommes, mais la majorité des hommes sont souvent complexés lorsque les femmes sont au sommet et des fois diront que non, ben écoute, ce poste-là engage certaines responsabilités, tu es femme au foyer, il y a les enfants. Et également, et à côté de ce homme-là, il y a même les parents, il y a même la tradition. Justement, vous avez abordé la question en parlant des enfants. C'est la dernière question avant de clore cette première partie. Est-ce que les femmes arrivent toujours à conjuguer vie professionnelle et vie familiale? Alès, vous qui êtes déjà dans une rédaction avec des femmes, tout cela. Oui, je pense qu'elles le font assez bien. Et ça, c'est tout à leur honneur. Elles le font assez bien. Il y a juste les 9 mois, 4-5 mois qui sont pris sur les 9 mois où elles sont un peu débousselées. Mais je remarque qu'à chaque fois à leur retour, il y a une sorte d'entrain, une sorte de bonus. Et je pense qu'elles le font assez bien. Je ne le sens pas comme un obstacle. Je ne le sens pas comme un frein. Pas du tout. Je pense qu'elles sont en congé, elles reviennent et elles sont tout aussi efficaces. Si vous avez remarqué depuis mon propos, je n'arrive pas à voir en la femme un être différent. Je vois un homme, un autre homme. Un homme, la preuve, la femme est un homme grand H. Donc il ne faut pas toujours chercher, comme elle a fait un enfant. Il y a des personnes qui font un enfant. Par exemple, j'ai déjà vu une femme en grossesse être sur scène, 9 mois. Elle est sur scène, elle fait un spectacle, une artiste. Elle accouche, 4 jours après, elle fait un autre spectacle. J'ai déjà vu ça. La femme est résistante. Elle n'est pas... Ce qu'on dit, ce sont des clichés. On croit qu'être en grossesse, par exemple, c'est une maladie. Ce n'est pas une maladie.
Ce n'est pas une maladie, c'est un bonheur. Juste un mot. Voilà. Oui, moi je dirais que la femme, quand elle le veut bien, parce qu'il faut savoir une chose, la femme, moi c'est mon avis, ça n'engage que moi, la femme est plus forte que l'homme. La femme a beaucoup plus de capacité que l'homme. Ça n'engage que moi. Et donc, quand la femme veut vraiment quelque chose, elle y parvient. Quand la femme veut, qui travaille, veut s'occuper correctement, d'assumer ses charges vis-à-vis de sa famille correctement, elle le fait. Il suffit de volonté. Et elles arrivent très bien à le faire. On a des exemples. Je pense que la majorité des femmes réussissent à le faire, pour peu qu'elles le veuillent. Il faut qu'on sorte souvent de ces victimisations qui n'ont pas de sens. Alors, nous marquons une pause et nous reviendrons sur le plateau pour la deuxième partie de Tribune Actu. Tribune Actu, quand l'information s'invite chez vous. Tribune Actu, c'est le meilleur de l'actualité, sous tous ses thèmes, économie, sport, culture, société, politique. L'actualité commentée, décryptée et analysée par des professionnels de la communication et de l'information. Tribune Actu, le seul et l'unique talk show, parce que l'information précède le développement. Tribune Actu, l'actualité d'ici et d'ailleurs. Nous revenons sur notre plateau pour la deuxième partie de Tribune Actu. Et l'actualité, c'est aussi ce recueil de pensées que vient de mettre sur le marché Alès Kipre intitulé « Sans pensée ». Alès, sans pensée, on peut savoir une idée, juste une idée? Oui, c'est mon deuxième ouvrage. Sans pensée est un recueil de pensées qui a été construit pendant les périodes de crise, dans les années 2011-2012, lorsque nous étions enfermés. Et j'avais déjà sorti l'Esprit de l'Académie, qui fait état du témoignage concernant les footballeurs. Et là, on avait mis sur les réseaux sociaux une ou deux phrases qui étaient dans ce premier ouvrage. Et l'idée m'est venue progressivement de, à chaque fois, mettre quelques pensées en ligne pour voir la réaction, pour pouvoir prendre chez les internautes les réactions. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y en avait 10, 15, 20, 30. Et comme il y avait des pensées que j'avais qui étaient antérieures, qui dataient de 20, 15, 20 ans, je me suis dit pourquoi pas les combiner et porter le nombre à 100 pour en faire un recueil de 100 pensées. À la page 18, vous écrivez « Arrêtez d'offrir à la femme de l'argent, ce n'est pas ce qu'elle attend de son homme. Si les femmes attendaient de l'amour, les prêtres seraient leurs époux, les gosses leurs amants. Arrêtez de donner de l'amour à la femme, ce n'est pas de cela qu'elle a besoin. » La femme a besoin de quoi? Par la suite, c'est écrit. Juste à la suite, c'est marqué que la femme a besoin, elle a faim et soif d'égard, de respect. La femme a besoin de considération. Parce que même si vous n'avez pas d'argent, et ça se voit à chaque fois dans les foyers modestes, vous voyez un homme qui est avec sa femme, qui n'a pas les moyens, qui a un repas par jour, j'ai failli dire, qui a 4 enfants, pour qui c'est difficile, vous voyez toujours que sa femme reste fidèle à cet homme-là, si tant est qu'il la respecte. Une fois que vous respectez la femme, je suis sûr que vous ferez son bonheur. Une femme que vous respectez, à qui vous offrez beaucoup d'égards. C'est beaucoup d'hommes riches arrivent à divorcer. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à rendre leur femme heureuse. Et c'est simple, c'est parce que ce n'est pas l'argent qu'une femme attend. C'est vrai qu'elle a besoin de s'épanouir, mais c'est faux de croire qu'une femme qui a de l'argent va être heureuse. Elle peut avoir de l'argent, être malheureuse, rester dans le couple, mais être malheureuse. Je parle là du bonheur, d'une idée du bonheur. Je ne parle pas de garder un mariage en apparence et puis souffrir à l'intérieur. Alors Alès, on a remarqué aussi que vous êtes initiateur d'un prix dans le monde littéraire en Côte d'Ivoire. Vous avez initié un prix depuis quelques années. On peut en parler? J'ai failli dire que c'est l'ancêtre des prix littéraires depuis le XXIe siècle en Côte d'Ivoire. Oui. C'est le prix Caïcédra qui a été initié en 2006 déjà. Et en 2006, devant la léthargie, il n'y avait plus rien sur le marché ivoirien. Donc j'ai pris sur moi de pouvoir mettre ce prix-là. On voit que le jury est essentiellement constitué d'élèves. Pourquoi ce choix? Ce choix parce que beaucoup d'adultes ne lisent pas. Il faut en faire le constat. J'ai des confrères qui sont journalistes culturels qui arrivent à lire 2-3 livres par an, c'est maigre. Alors que ce sont eux qui sont chargés de véhiculer, de faire le relais auprès de la société, de la population. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas s'attaquer tôt aux plus jeunes? Parce que j'ai constaté, et ça m'a frappé, c'est une fois j'étais au Salon de livre de Paris, je crois que c'est en 2008 ou 2009, j'ai vu des enfants, des gosses de 4-5 ans qui peuplaient ce salon. Ils tirent les parents par les mains, ils cherchent des livres, ils fouillent, ils ont des rayons, ils animent des conférences. J'étais
subjugué. Je regardais ça avec beaucoup d'admiration et j'ai constaté que ces enfants-là étaient, depuis le berceau, avaient pour le livre comme ami. Il y avait un enfant qui avait les yeux bandés et son camarade lui mettait les pages du livre devant le nez. Il humait le livre et il devait révéler la maison d'édition, c'est-à-dire rien qu'à l'odorat. Je pense que c'est des jeux assez intéressants et révélateurs de l'amour que ces enfants apportent pour le livre. Ce n'est pas étonnant que les grandes nations qui prennent tôt les enfants au berceau avec le livre, dans le livre Compagnon, ce n'est pas étonnant que ces nations-là arrivent à chaque fois à pouvoir s'en sortir et à affronter les grands défis. Et quels sont les critères de sélection de ces élèves-là? L'année dernière, nous sommes partis sur une base très simple, modeste, de 7-8 établissements. Et cette année, nous avons eu 15 établissements de collège et 4 d'écoles primaires, donc 19 établissements qui ont participé. Nous avons réussi à faire quand même 6500 km, c'est un peu plus que Paris. En allant à l'intérieur du pays, nous sommes allés à Dabakala. Donc à chaque fois que nous allons dans une ville, nous essayons d'ériger des bibliothèques. En même temps, nous faisons d'une pierre deux coups. Nous sommes allés à Dabakala, à Katiola, à Ferkesedougou, à Divo, à Abengourou, un peu partout pour porter le message du livre. Et ce sont ces jeunes élèves-là qui ont la particularité de pouvoir juger les grands auteurs, grandes guillemets, parce que j'aime bien le regard de ces enfants. C'est un regard qui est sain, c'est un regard qui est débarrassé. Je posais la question pour savoir, par rapport à l'œil critique de ces élèves-là, ce sont des élèves en classe littéraire, qui ont des moyennes élevées en français, ou bien ce sont des élèves innocemment choisis comme voilà, pour accompagner dès lors, ce que je veux dire, quel genre littéraire qui est souvent en fait imprimé ou bien en compétition dans les livres, nous nous adressons aux maisons d'édition. Donc ce sont les maisons d'édition qui proposent des ouvrages. Bien sûr, nous, toi le temps, nous évitons des livres qui parlent de guerre, nous évitons des livres dont les passages sont osés, parce que c'est une population qui est jeune. Mais quels sont les critères? Quels sont les enfants qui lisent? C'est tous les enfants. C'est pas forcément les enfants brillants. C'est faux de croire qu'un enfant doit être en terminale, il doit avoir 18 de moyenne pour lire un livre. Non. Ici, il faut sortir le livre de sa dimension scolaire. Le livre doit être un compagnon. N'importe qui peut lire un livre. N'importe lequel d'entre nous. Mais est-ce que je veux dire, comment un enfant peut, en fait, de son objectif, oui, apprécier un roman, un recueil de poésie et une pièce de théâtre? Ça vient du mépris. On parlait tout à l'heure de la femme. Ça vient du mépris qu'on peut avoir de la femme ou de l'enfant. Ce sont des préjugés. On se dit qu'un enfant ne peut pas lire, mais rien ne vous dit qu'un enfant ne peut pas lire. Au contraire, les enfants lisent ces histoires. On a été frappé l'année dernière, par exemple. Je ne veux pas citer l'auteur, mais il y a un élève, je crois, de Sainte-Marie ou de l'EMPT qui avait relevé dans un livre d'un auteur, pas confirmé, mais qui est connu sur la place. L'enfant avait relevé, alors que moi j'avais lu le livre, l'enfant avait relevé 21 fautes. Et il nous les avait montrées. J'étais subjugué. Et c'est ça qui me conforte dans cette position, dans ce pèlerinage. Je veux aller plus loin, parce que quand un enfant de 17 ans a des fautes, 21 fautes, chez un adulte qui a plus de 21 ans, ça me donne envie de rêver. Je me dis, oui, il faut continuer, parce que les enfants vont pouvoir porter haut le projet du livre. Moi, j'ai une question. Je voudrais savoir la dénomination du prix Khaïl Cédra. Qu'est-ce que ça signifie? Ça vient d'où? Oh, merci. La question me plaît. Bon, ça vient d'un confrère. J'aime davantage. C'est parce que, en fait, le Khaïl Cédra est un arbre. C'est un arbre et Kamadou Hampâté-Bâ aimait à décrire dans ses ouvrages. Et j'ai vu que le Khaïl Cédra était toujours placé à un endroit stratégique. Dans la cour, vous ne pouvez pas sortir ou rentrer dans la cour sans passer par le Khaïl Cédra. Et c'est un arbre à palabre sous lequel les peuples étaient obligés de s'asseoir et régler leurs différends. Et tant qu'ils n'avaient pas fini de régler ces différends, ils n'avaient pas le droit de sortir, de se lever pour aller parler. Donc je me suis dit, puisqu'on doit chercher à se réconcilier, puisqu'on doit se prendre la main, puisqu'on doit résoudre nos problèmes, il faut prendre cet arbre-là. Au-delà de cela, il y a la dimension un peu symbolique. C'est bizarre, le livre ressemble à un arbre. Le livre a 3 parties, l'arbre aussi, le livre a 3 fonctions. L'arbre a les racines, le livre nous enracine. L'arbre a un tronc qui nous élève, le livre nous élève. Et puis l'arbre protège avec son ombre, le livre aussi nous protège de l'ignorance. J'adore bien cette similitude-là. Et donc Khaïl Cédra vient de là. Et quand il s'est agi de trouver un nom, j'ai pensé à donner Khaïl Cédra hommage à Hampâté-Bâ, mais en même temps un rapprochement du livre qui est fabriqué aussi avec du bois. Alors, Mademoiselle Fadiga, est-ce que vous pensez qu'il est bon d'initier les enfants à la lecture dès le bas âge? C'est très important. La lecture permet à l'enfant
déjà à bas âge de comprendre l'environnement dans lequel il vit. Dans l'adolescence, la lecture permet à l'enfant de s'intégrer dans la société, de comprendre ce que c'est que l'adolescence. Et pour l'adulte, la lecture, c'est comme un dimanche après-midi. Le dimanche après-midi, c'est la période de repos. Et lorsqu'un adulte, depuis l'enfance, a appris à déjà s'est inculqué la lecture depuis l'enfance, il apprend à faire la part des choses, à être, comme on dirait, certains diront, à être un homme bon et à être une personne ouverte à la société. Et c'est pour cela que la lecture, moi, je dis que, et je loue vraiment ce que fait M. Kipré, je me dis que la lecture, on doit commencer déjà tout petit, dès que les enfants sont en première session et tout, on le fait aussi. Mais vraiment, il faut qu'on fasse la promotion de la lecture dans nos différents établissements. Elle est le seul moyen qui nous permettra demain d'être un pays émergent. Elle a dit aussi quelque chose qui est intéressant. J'aime bien, je pense que je vais en contact avec elle. Elle a montré comment c'était un moyen d'intégration. Mais en prenant les établissements, les 15-16 établissements qui viennent discuter, chacun vient défendre le livre choisi par son établissement. Donc, il est ambassadeur. Donc, l'enfant apprend à être ambassadeur. Une fois qu'il arrive, qu'il défend son livre et que son livre n'est pas retenu, il faut qu'il apprenne à accepter la défaite. Et c'est ça le début de la démocratie. Moi, je voudrais, avec ta permission paterne, délivrer une sorte de satisfecit à M. Kipré, parce que ce qu'il fait est vraiment très très important. Pour être auteur moi-même, je pourrais dire que moi, je pense qu'on peut compartimenter les différentes catégories de lecteurs. On a eu la première génération, celle de nos parents à nous, qui avait véritablement le livre comme distraction, qui avait le livre pour se cultiver. Et puis, on a une génération avec la radio et la télévision, la génération de l'entendu et du vu. Et on regarde la télévision, on se cultive. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon de regarder la télévision. Mais au fur et à mesure, cela joue sur notre pratique de la langue. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, tout ce que vous savez, Internet, vous avez, pour ceux qui sont enseignants, ils vont découvrir des mots comme LOL dans les dissertations. Parce que, justement, on n'a plus recours au livre. Or, le livre est le seul moyen véritable de se cultiver. Tous les autres moyens, à mon sens, ne peuvent pas permettre de se cultiver véritablement. Donc, c'est en cela que moi, je loue ce qu'il fait. Et cela m'amène à lui poser une question. Il a employé le terme de pèlerinage. Moi, je parlerais plutôt même de sacerdoce. Mais ce sacerdoce-là, il est difficile. Est-ce que vous avez suffisamment de soutien pour pouvoir mener votre combat? Quelqu'un disait une fois, il a dit la civilisation, c'est pas ce que vous avez reçu, c'est ce que vous voulez donner aux autres. On est content de dire, ah oui, j'ai été formé par Zadi Zaourou, c'était un grand maître, mais qu'est-ce que je donne aux autres avant de partir? Et moi, j'ai envie de laisser Caïcédra, cette arbre-là, l'arbre du savoir par le livre. Alès, ce que je voulais savoir, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand on voit nos jeunes enfants qui s'intéressent à tout ce qui est comme apport de nouvelles technologies, en fait tout cela, est-ce que vous ne pensez pas que l'Internet est devenu aujourd'hui en fait le livre, en guillemets, le plus utilisé par nos enfants? C'est encore des préjugés. On ne propose rien aux enfants, c'est pourquoi on les voit sur Internet. Quelqu'un me disait, les Ivoiriens n'aiment pas lire. Je fais 3 pages pour répondre. Mais les Ivoiriens adorent lire, on ne le sait pas. Les Ivoiriens adorent lire. On dit que les Ivoiriens ne lisent pas. Qu'est-ce qu'ils font à 6h15? Je ne vais pas dire une autre, 6h15 pour emboîter un peu le pas à ma consoeur qui trouvait que les femmes se levaient tôt. À 6h15, ils se lèvent, qu'est-ce qu'ils vont faire devant les contreplaqués? Ils lisent. C'est vrai, c'est pas de la littérature française, mais ils lisent, c'est de la lecture. Que font les enfants dans les cyber? Ils lisent. Qu'est-ce qu'ils font devant leur écran? Ils lisent. Ils sont à la recherche d'informations. Il avait stratifié tout à l'heure les différentes formes de lecture. Mais même si là, il peut entendre, mais il peut voir aussi le mot. Le fait, c'est de ne pas faire disparaître le livre de l'univers de cet enfant-là. Il ne faut pas rendre cet acte noble-là, il ne faut pas le faire disparaître. On reproche souvent aux jeunes, oui, tu es toujours en train de faire DJ Arafat, tu parles de publicité, ou bien nous DJ, je ne connais pas, les DJ, ils sont là, ils sont nombreux. On est tout en train de leur reprocher, mais qu'est-ce qu'on leur propose en réalité? Rien. Moi, j'ai vu des enfants venus de Ferkessédougou venir là le week-end passé et interpréter la pièce Kolou le chasseur. C'était magnifique.
C'était des jeunes, ils ont joué de la pièce. Il y avait des enfants de 13 ans en train de vous mémoriser tout un texte. Je dis, mais il y a quelque chose à faire. Donnez-leur seulement un plateau. Je ne suis pas là pour les amener à être meilleurs, je veux juste les révéler. Les enfants aiment lire, les jeunes Ivoiriens aiment lire. Si on leur propose autre chose qu'Arafat, qu'ils prennent Arafat, d'accord. Mais on ne leur propose rien, donc laissez-les prendre Arafat. Moi, j'ai envie qu'on fasse avec Caïcédra, et puis il y aura autre chose. Savoir la vision de Caïcédra dans 30 ans. Dans 15 ans, dans 10 ans, j'ai une vision. Aller à l'international. Merci beaucoup. Quand je parle comme ça, on me trouve trop passionné. Vous voyez, je me peux changer, je me métamorphose lorsqu'on parle. Mais voilà, dans les établissements, les 17 établissements dont je vous ai cité, il y a SAFAC, un établissement d'Abidjan ici. Ils sont turcs. Ils sont turcs. C'est lorsque l'année passée, je suis allé en Turquie et j'ai vu l'école là-bas. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. J'ai pris cette école turque. Pourquoi? Pour pouvoir jeter le pont et permettre par exemple aux lauréats d'être traduits. Vous voyez bien qu'ici, le lecteur, l'auteur est célébré, mais c'est davantage le lecteur, parce que c'est ça ce qu'on veut faire. On n'est pas les autres sociétés pour se contenter des écrivains. Ici, il y a 1,5 livre qui sortent par semaine en Côte d'Ivoire. Mais combien de lecteurs? Ça fait 50 livres. Il y a des Ivoiriens qui sont là, qui ne lisent aucun livre toute l'année et qui sont heureux. 52 livres, comme je disais tout à l'heure, qui parlent de votre environnement. Et vous ne vous intéressez même pas. Voici donc un peu. Donc il y a encore une grande vision. Oui, je veux qu'on coupe. Alex Kipré, Nelson Mandela, Joël Agolé, Fadiga Matiene, nous avons été très heureux de vous avoir sur le plateau de Tribune Actu. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous dire merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Tribune Actu. Encore une fois, au revoir et on se retrouve la semaine prochaine.